Bonjour à tous. Je partage avec vous 7 anecdotes qui m'ont marqué lors de mon militantisme pour le port d'armes et plus généralement au sujet de la défense individuelle et autonome. Alors 7 moments d'incrédulité ou de dépit où je me demandais si je comprenais bien ce que j'étais en train de lire ou d'entendre, tellement je trouvais ça ridicule ou parfois ignoble. Le premier de ces moments date du tout début de mon intérêt pour la question du port d'armes. Il y a environ 15 ans, j'étais incrédule lorsque j'ai appris que les forces de l'ordre n'avaient pas le droit de porter d'armes en dehors de leur service. Alors, il ne m'était jamais venu à l'idée que cela pouvait être le cas. Je ne vois toujours rien qui puisse vraiment le justifier. Alors, ça a évolué depuis un peu, mais pas assez. Alors oui, les personnels des forces de l'ordre sont des citoyens comme les autres. Mais reste-t-il des citoyens comme les autres s'ils sont témoins d'une agression? Est-ce moral d'empêcher un professionnel de pouvoir intervenir avec ses outils pour sauver une vie en dehors de ses horaires? Est-ce que ça viendrait à l'idée d'interdire à un médecin de porter une trousse médicale et ainsi l'empêcher de l'utiliser en dehors du service des urgences s'il témoigne d'un accident? Il ne devient pas incompétent après son service et la situation exige moralement d'intervenir. Il suffit d'une ligne dans la loi en ouvrant le port aux citoyens formés. Lorsqu'on est un professionnel qui porte une arme sur la voie publique, on est forcément formé, non? Et ça réglerait l'excuse des services différents. Deuxième anecdote, mémorable si je puis dire, c'est lors d'un échange sur Internet avec une personne anti-armes qui, dans ses retranchements, a fini par lâcher qu'elle préférait mourir plutôt que de risquer de tuer. Plutôt mourir que me défendre. C'est ce que je disais pour rire, pour me moquer des anti-armes. Jusqu'à ce que la satire devienne réalité, c'est la gorafisation du monde. Troisième anecdote, c'était aussi lors d'un échange avec un anti-armes aux idées similaires au premier, à qui j'ai fini par demander devant ces incohérences quelle est votre définition du bien et du mal? Parce que c'était à n'y rien comprendre, et la réponse que cette personne m'a donnée était tout aussi stupéfiante. Elle m'a dit, pour savoir ce qui est bien ou mal, il suffit de se référer à la loi. Alors que la légitime défense, incluant celle d'autrui, existe. Mais ce n'est pas le sujet, il ne le savait pas. Ce qui est terrifiant, c'est de voir des gens tellement paumés moralement qu'ils pensent être exemptés de toute culpabilité, ou pire, être du bon côté de la morale et de la raison s'ils pensent que c'est la loi ou une autorité qui commande ou interdit leurs actes. C'est l'argument d'Eichmann, l'administrateur nazi d'un camp de la mort qui, pour se défendre à son procès, disait n'avoir fait que son travail. Suivre les ordres, suivre l'autorité, suivre la loi, suivre et n'être ni coupable ni responsable de sa vie et de celle de ceux qu'on aime, responsable de rien. Ne n'être plus qu'un NPC, un non-player character, désarmé et suivant le programme, répétant ce qu'il doit répéter. C'est beau. Quatrième anecdote, encore lors d'une discussion avec un anti-armes, qui a été à mes yeux un grand moment de vérité, inattendu. Généralement, les opposants aux droits naturels des individus, opposés au fait de pouvoir défendre sa vie, opposés au fait d'avoir les moyens de résister à l'oppression, opposés à la liberté individuelle, opposés à la propriété, ne sont pas aussi directs lorsqu'ils ne font pas que dans le copier-coller mental, ce sera le Far West comme aux États-Unis. Ils font reposer leurs arguments sur ce qui leur paraît être de la décence, le rejet de la violence ou une forme de contrat social. Mais ce n'est souvent qu'un habillage de leur soumission à un ordre qu'ils ne veulent pas remettre en cause. Mais ici, pas de problème, puisque la personne avec laquelle je discutais m'a très bien expliqué qu'elle était contre le port d'armes, parce que, à ce compte-là, ça permettrait aux femmes de pouvoir résister aux hommes bien plus forts qu'elles. Oui, c'est un argument contre le port d'armes tout à fait vrai. C'est très rare de le voir assumé. Cet épisode m'a permis de lever quelques doutes sur les motivations d'être opposé au port d'armes, quand on approuve la loi du plus fort. Cinquième anecdote, un peu similaire aux précédentes. Aussi lors d'une discussion avec un anti-armes qui, honneur à lui, doutait, ce qui est rare. Hélas, il a fini par dire que pour trancher la question de la pertinence du port d'armes ou non, il aurait besoin d'une étude journalistique. Étude journalistique. Alors, peu de personnes anti-armes essaient de se renseigner par elles-mêmes au-delà de l'article du Monde pour se faire un avis. Ça arrive parfois,
et parfois ils deviennent pro-armes. Mais la majorité attend que leur autorité en matière d'information et d'éthique leur délivre leur pack du prêt à copier-coller. Ce sera le Far West, comme aux États-Unis. L'idée de faire des recherches et de s'instruire, l'idée d'expérimenter par soi-même est inconcevable pour beaucoup parce que c'est avoir un avis personnel qui est hors sujet. C'est trop, en fait ils s'en fichent de la question de la défense individuelle, ils ne veulent pas douter. La plupart des anti-armes ne sont pas anti-armes tout simplement parce qu'ils n'en savent rien. Ils savent tout simplement que l'idée n'est pas conforme. Et ce qu'ils désirent au fond, c'est simplement d'être socialement conforme. Et qui de mieux que les médias pour leur accorder cette conformité? Alors j'en viens à ma 6e anecdote. Anthony, un des 7 fondateurs de l'ARPAC, a été invité à participer à une émission de radio qui parlait du port d'armes. Il y avait un sociologue, un syndicaliste de la police, 2 journalistes. Anthony a poireauté plus d'1 heure au téléphone avant que ce soit son tour après une longue journée de travail. Quand c'est enfin lui, il débat notamment avec le syndicaliste de la police et il nous rapporte que ça s'est bien passé. Il a, selon son ressenti, remis les pendules à l'heure sur le port d'armes. Il était content de lui. On est rarement content de soi après une intervention dans les médias. Alors, nous allions enfin avoir une émission de qualité dans un espace qui n'était pas, soi-disant, d'extrême droite. Le débat a duré une demi-heure, 3/4 d'heure à la louche, selon lui. Il est rare d'avoir autant de temps, mais c'est enregistré. Arrive le jour de la mise en ligne de l'émission. Alors, personne n'était à Paris pour écouter la diffusion. Et on découvre donc par le podcast qu'il n'y a eu que le sociologue qui débattait avec les journalistes, avec les logorées habituels sur le fait que ce sera le Far West, comme aux États-Unis. Mais après un très long moment, la journaliste informe que maintenant, nous allons écouter le répondeur de l'émission. Alors, ils font comme si Anthony avait laissé un message sur le répondeur de la radio, et ce message était les quelques secondes d'Anthony qui présente l'ARPAC. Et puis c'est tout. Rien de son débat, rien de ses arguments, rien. Commentaire de la journaliste juste après ces quelques secondes. Ouh là là, il avait l'air bien énervé. Alors que c'était évidemment sorti de son contexte. C'était un extrait de son débat, pas un message sur un répondeur. Et le sociologue, qui lui avait libre parole, attention, il y a du niveau, commente et provoque l'hilarité des journalistes avec ce trait d'esprit super fin. Il a peut-être besoin de compenser. Exemple plus récent avec Corentin, représentant de l'ARPAC, enregistré par la webcam pour une émission de télé où il évoquait la proposition d'Éric Zemmour de réformer la légitime défense avec le principe de défense excusable. Ils ont ici aussi choisi quelques secondes à diffuser et l'invité Emmanuel Valls n'a rien trouvé de mieux comme commentaire que de parler du danger des milices. Sachant que le 2e point des engagements dans la charte de l'ARPAC est, je cite, ne pas soutenir la mise au service de l'individu porteur d'armes à un secteur public, privé ou à une milice, légale ou non. Autre émission, toujours avec pour sujet la défense excusable de Zemmour. C'est Fabien, membre du comité de l'ARPAC, qui s'y colle et voit son intervention réduite au choix des quelques secondes de son interview où il a cherché ses mots. On est tellement bien informé grâce aux journalistes et leur travail de qualité, sans compter les intervenants de haut niveau, pour faire comprendre le sujet. Je pense que ce serait une bonne idée de créer un ministère de la vérité qui regrouperait tous ces sachants pour faire en sorte qu'ils puissent nous abreuver de leur expertise, qu'on arrive à se faire une idée juste d'un sujet grâce à leur fact-check, leurs études journalistiques. 7e et dernier point, je veux finir sur une note plus gaie et légère en parlant d'une belle tradition française. Elle a encore cours aujourd'hui grâce à des passionnés, des personnes dévouées à leur noble cause. Ils entretiennent la flamme de cette pratique, le meilleur de notre pays, avec une grande constance jusqu'à nos jours. Oui, vous l'avez compris, je pense bien sûr à la délation. La délation est une activité qui consiste en gros à dénoncer aux autorités les gens armés qui veulent vivre libres. Nos amoureux d'histoire continuent ainsi à dénoncer leurs voisins fous qui tirent à la carabine dans leur jardin et les collectionneurs d'armes de guerre de calibre 22 mm à la marée chaussée. Ils ont su évoluer et s'adapter aux outils modernes et mettre à profit Internet. Ainsi, ils peuvent dénoncer aux autorités locales ces cow-boys qui osent former au maniement des armes des gens qui ne sont pas des professionnels assermentés, donc factieux. Ainsi, ils peuvent dénoncer ces youtubeurs qui se permettent d'utiliser des armes de gros calibre sans que ce soit explicitement dans le cadre sportif et sans directeur de tir aux autorités fédérales. Ils sont peut-être même survivalistes, l'horreur. Alors oui, ce n'est pas
un moment particulier, mais je tenais à leur rendre hommage. Merci à eux d'être de si belles personnes. Bon, alors tout ça m'a fait voir l'opposition à l'accès aux armes pour la défense individuelle autrement. Je pense que les gens ne sont pas vraiment opposés à l'accès aux armes pour la défense en lui-même. Ils sont opposés à la remise en cause du destin commun par les individus. J'argumente pour l'accès aux armes pour la défense individuelle depuis des années. J'essaie de le faire sur la base de la praticité, de la raison et de la morale. En tout cas, j'essaie. Mais force est de constater que les gens qui s'y opposent semblent, selon mon expérience et mon ressenti, avant tout s'inquiéter d'être conformes, semblent vouloir ne s'en remettre qu'à l'autorité plutôt qu'à eux-mêmes, jusqu'au sacrifice des individus. Le moyen même de faire justice n'est pas le même entre tous. Je me souviendrai toujours du sénateur marxiste qui expliquait lors des auditions au sujet du mariage pour tous que selon sa doctrine, le juste découle du rapport de force. Concrètement, le port d'armes brise justement le rapport de force. On brise donc, au moins symboliquement, ce qui permet la justice aux yeux de certains. C'est donc très violent pour eux, aussi violent que pour nous de nous laisser désarmer et de légitimer la soumission à la violence, alors que nous voulons justement nous défendre de l'injustice qui est engendrée par le rapport de force. L'inverse, c'est un dialogue de sourds, il n'y a pas de débat, rien à discuter. Un individu doit pouvoir jouir de ses droits naturels, donc des moyens de les protéger individuellement et d'une façon autonome, sans quoi ces droits sont un mensonge. Le port d'armes est un moyen irremplaçable. Alors des gens sont opposés à ces droits naturels, et s'ils ne le formulent pas directement, c'est encore par conformisme. Mais ce conformisme est en train d'être renversé. Il y a des appels de plus en plus clairs et assumés pour en finir avec la liberté individuelle, au nom du bien commun, de l'intérêt général, du collectif. Le marxisme, le totalitarisme est toujours en marche. Alors l'idéal, l'objectif à suivre pour le bonheur de tous, à mon avis, doit être de se séparer. Ce n'est pas politiquement correct, le séparatisme. C'est le mal pour qui veut le pouvoir sur tous les individus. Je dois rentrer dans la case des anti-républicains. Pourtant, la Déclaration des droits de l'homme est évoquée en introduction de notre Constitution. On se demande pourquoi. Alors, entre personnes respectant les droits naturels des individus, au sujet de la question de la pérennité de l'accès aux armes, essentiel, incontournable, nous pourrions commencer à notre niveau par réussir la création d'une fédération de tirs de défense, de riposte, de, par et pour les civils, mais aussi les professionnels. Tous les gens de bonne volonté gagneraient à cette séparation entre la soumission au sport et la vraie nature de l'usage des armes, à savoir la défense. Sa réalisation en bonne et due forme, avec autorisation et pratique adéquate, est un objectif qu'on ne doit plus lâcher. Qu'en pensez-vous ?